BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve comme chaque week-end. Une petite heure dédiée à la tech. On va débriefer toute l'actu tech de cette semaine. Bienvenue dans De quoi je me mêle. On va évoquer énormément de sujets. Des sujets tout bouillants avec la numéro 2 de Facebook qui a décidé de quitter en fait la direction de Meta. C'est quand même une information importante. On parlera aussi tout à l'heure de Safari, vous savez, le navigateur d'Apple qui vient de dépasser le milliard d'utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un milliard d'utilisateurs pour un navigateur? On rentrera dans les détails. Et puis bien sûr d'autres titres d'actu. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur la chaîne 01 TV. D'ailleurs j'aurai une petite information à vous communiquer à la fin de ce De quoi je me mêle, mais aussi sur la chaîne YouTube et puis sur BFM Business le week-end. De quoi je me mêle à la radio, à la télé. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc le club de la presse IT avec cette semaine, deux intervenants de choix du premium, mesdames, messieurs, le label rouge. D'un côté Raphaël Grabli, salut Raphaël. Salut François. Journaliste à BFM TV et BFM Business aussi. Et puis juste en face de lui, c'est Anthony Morel qui est là. Salut Anthony. Bonjour. Voilà, Anthony Morel que vous retrouvez bien évidemment le matin sur BFM Business, mais aussi sur RMC avec Estelle Denis entre midi et 2. On va revenir sur toute l'actualité de cette semaine, beaucoup de choses et pour commencer, la livraison par drone. Imaginez vous faire livrer une pizza, peut-être votre chargeur d'iPhone que vous avez préalablement pété, qui pourra arriver comme ça, devant chez vous, livré par drone en quelques minutes. Ça fait des années qu'on nous en parle. Visiblement, Anthony et Raphaël, ça commence à s'accélérer aux États-Unis. Ouais, ça avance. Alors là, c'est Walmart, géant de la distribution évidemment, qui a lancé, alors non pas seulement une expérimentation, parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a Pizza Hut qui lance sa pizza par drone, mais enfin, tu as une pizza qui a été livrée une fois à un clampin. C'est histoire de faire la vidéo YouTube, quoi. Voilà, c'est ça, tu as la vidéo YouTube et c'est tout. C'est un peu de la com. Ouais, Amazon là, en parle depuis des années. C'est vrai, aussi. Alors, ils font beaucoup d'expérimentations aussi Amazon, mais là, Walmart, il lance un service commercial qui est disponible pour 4 millions de personnes, donc à l'échelle des États-Unis, c'est pas énorme, enfin c'est quand même 4 millions de personnes qui vont être desservies et qui vont pouvoir donc commander leurs courses qui leur sera livrée par la voie des airs. Donc en gros, tu passes commande sur une application de manière tout à fait normale et en une demi-heure chrono, tu as ce drone qui arrive au-dessus de chez toi, va dérouler un filin. Je fais les petits bruitages avec. C'est bien le drone. Mais tu sais quoi, on voit que tu es un homme de radio. Mais évidemment. Parce que autant à la télé, ça n'a aucun sens. Mais bien sûr. Mais il faut à la donner radio, à voir. entendre et tout, c'est top. Dites-moi si je bruite bien le drone. Franchement, ça me fait plaisir. C'est sublime. Et donc, le colis arrive, j'allais dire sur le pas de la porte. En l'occurrence, c'est plutôt dans ton jardin. Bloc. C'est le bruit qui... Voilà, exactement. Alors, si c'est sur de l'herbe, ça fait pas trop de bruit normalement. 5 kilos maximum. Évidemment, on va pas faire les courses de la famille de 4 personnes livrées par drone. Alors, on va falloir 5 kilos, drone. Ça commence à faire. Hein. Mais ça commence à faire. C'est pas mal déjà. Raphaël pourrait se faire livrer sa PlayStation. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Il recherche une PlayStation. Oui, je cherche une PlayStation 5 désespérément. Tu vois, on a réussi à le caser. Merci. Mais c'est pas grave. Il y a peut-être des auditeurs ou des spectateurs qui cherchent à en vendre une. Hein, c'est vrai. Bienvenue dans le bon coin sur BFM Business. Non, mais c'est voilà. Donc tout ça pour dire qu'on est au-delà de l'expérimentation. Là, c'est un service qui est lancé commercialement, donc qui fonctionne réellement et qui, je pense, est on va dire, une incursion assez intéressante. Il va falloir voir si effectivement il y a une clientèle pour ça, comment ça fonctionne. Alors, il faut noter que c'est pas pour les clients des grandes villes. Tu imagines bien que le drone, il va pas venir toquer à la fenêtre d'un immeuble. C'est pour les gens qui habitent dans des zones rurales. Oui, donc des pavillons, des maisons individuelles, etc. Exactement, dans les suburbs américaines, globalement, c'est un peu ça. Mais on voit bien l'intérêt que ça peut représenter, puisque là, tu as une livraison extrêmement rapide. Alors, j'allais dire autonome, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même un opérateur humain qui supervise le drone et qui peut le guider à distance. Donc le drone est télécommandé en quelque sorte. Ouais, c'est ça, exactement. Mais à terme, on peut imaginer des processus complètement autonomes avec peut-être un opérateur pour superviser toute une flotte de drones, mais tu vois, pas beaucoup plus que ça. Après, ce qui serait intéressant, Raphaël, c'est de voir combien de colis ont été livrés comme ça par drone. Je sais pas si on a l'info. On n'a pas le chiffre pour l'instant. Non, ils ont pas le chiffre. Je suppose que c'est en dizaines de milliers, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on voit sur les images, c'est que justement, ces fameux pilotes de drones, ils sont FAA certifiés, c'est-à-dire qu'ils sont certifiés par les autorités de régulation du secteur aérien. Ça, c'est hyper important parce qu'on le sait bien. Ils peuvent piloter des Airbus aussi, donc. Alors voilà, bon, je ne monterai pas dedans. On va rester au drone. Voilà, c'est ça, c'est juste pour arrondir ces fins de mois. Mais c'est hyper important
parce qu'on voit bien que la clé là-dedans, c'est la régulation, Bien sûr. c'est les autorités de régulation, et on voit bien que le fait d'être certifié pour quand même démarrer les livraisons de drones sur 4 millions d'Américains, alors comme tu le disais, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. En gros, c'est un peu moins d'1% de la population américaine, mais enfin, en valeur absolue, ça fait pas mal, et puis ça fait, on va dire, une grosse version bêta du truc. Donc je trouve ça assez intéressant. Et après, la question, c'est à qui ça s'adresse et pourquoi. Alors évidemment, pas les zones urbaines, plutôt les zones périurbaines. Et pourquoi. Et ça, c'est intéressant parce que Walmart, dans son communiqué de presse, a dit, au début, on pensait que ce serait plus pour des produits un peu d'urgence, éventuellement des médicaments, parce que là-bas, les médicaments sont vendus facilement en grande surface. Et puis en fait, les livraisons, c'est le produit le plus vendu, c'est un kit pour faire son hamburger. Et moi, ça me fait vachement penser finalement aux commandes, à ce qu'on a en France, les Getir, les Cajou, toutes ces livraisons maintenant. On pense au début que c'est fait pour des urgences, et puis finalement, on s'en accommode tellement que ça devient une livraison peut-être demain pour une boîte de piles, pour un ketchup qu'on aurait oublié. Parce que la livraison, elle n'est pas chère, c'est $4. Donc bon, alors peut-être pas une boîte de ketchup, mais voilà, 2-3 tubes de ketchup si on a oublié le ketchup. Et donc au final, on se rend compte que ça va créer quand même une consommation qui est encore différente. C'est-à-dire que c'est vraiment la micro livraison. Et la question, c'est de savoir, bon, est-ce qu'on en a besoin? Ça, c'est l'éternelle question. Ouais. Et de savoir après, effectivement. Et l'impact environnemental que ça a aussi. Et l'impact environnemental que ça. Par contre, l'avantage du drone, et ça répond à une question à laquelle ne répondent pas les Cajou, les Getir, qui sont eux plus pour les villes, c'est forcément le coût humain, puisqu'il y a toute la question du salariat dans ce cadre, alors que là, évidemment, avec des drones, cette question ne se pose pas. Donc à la limite, c'est pas il faut plus payer la les réponse. opérateurs quand même. Oui, alors c'est vrai, il faut payer. Non, mais les opérateurs, alors ils sont salariés. Par contre, ils sont pas salariés de Walmart. Ils sont salariés de la boîte qui est partenaire. Coût, mais bien sûr, ils ont un coût. Mais disons que ça coûte probablement moins cher parce qu'une livraison par drone, c'est quand même très rapide finalement. Oui, puis donc le salaire horaire, c'est le business model me semble déjà plus cohérent avec un opérateur qui peut livrer. Voilà, je pense faire plusieurs livraisons en 1 heure qu'à vélo où il faut parcourir et où c'est forcément plus long. La question, ça va être aussi celle de la pollution visuelle et sonore. C'est-à-dire que franchement, si tu as 4 millions ou demain 400 millions d'Américains qui commandent une boîte de piles et il y a un drone qui décolle à chaque fois, franchement, c'est l'enfer. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'on est de plus en plus flemmard. C'est pas une critique, c'est un fait. C'est une réalité. Et moi, le premier, et que demain, si on te dit, tu as un drone qui va t'apporter ton ketchup. Pourquoi pas? Je veux dire, tu as ton steak haché devant toi, on dit tu as ton ketchup dans 5 minutes, tu vas le faire. Donc il y a un moment, la limite, elle se posera d'une façon ou d'une autre. Et comme tu dis, la limite, c'est la pollution visuelle, sonore, notamment sonore. Peut-être qu'il y aura un vrai problème. Peut-être qu'il y aura une régulation. Non, mais le truc, c'est que pour moi, alors après, voilà, chaque consommateur est libre. Je trouve que ça a un intérêt, la livraison par drone, quand tu parles livraison effectivement de médicaments. Des organes pour une grève d'urgence, et il y a plein d'expérimentations aussi qui se font dans ce territoire-là, ou alors dans des zones très isolées, terrain accidenté, en montagne. Il y a la Poste, je crois, qui a fait des expérimentations d'ailleurs sur des livraisons sur des zones où, pour le coup, par rapport à un facteur, là, un drone, il y a un gain d'efficacité qui est très net. Oui, admettons une route enneigée qui est bloquée, mais tu vois, si chacun peut continuer à livrer du courrier. Son pot de moutarde. Moi, je serais plus dans l'encadrement de la commande, c'est-à-dire ketchup moutarde, visiblement. Là, on est bon. Il y a 2 teams. On a la moitié du cheeseburger, les amis. Mais non, moi je suis plus dans l'encadrement peut-être de ce qu'on pourrait commander, c'est-à-dire faire une commande, mais encore une fois c'est limité à 5 kilos, mais un peu plus substantiel, qui a un peu plus de sens. Faire un montant minimum ou des articles minimum pour, disons, remplir au minimum le truc, parce qu'après, quand même, je trouve que ça a du sens aussi. Parce qu'on sort de la période Covid, enfin on est quand même plus ou moins dedans, on est dans une période où il y a du télétravail, on est dans une période où les gens ont envie peut-être de vivre aussi différemment, et où d'ailleurs on est bien content aussi que les gens ressortent un peu des villes et redynamiser des zones qui sont un peu mortes, et ça par exemple ça peut aussi accompagner ce mouvement, ça permet de sortir de cette zone tout en n'étant pas complètement déconnecté et en ne renonçant pas quand même à, on va dire, une volonté un peu... on va dire instantané, spontané. Mais si tu vas vivre à la campagne pour être tranquille et que tu as des zones qui te survolent toute la journée... C'est pour ça, faut voir quel sens ça peut avoir, c'est clair. Mais par contre, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est 4 millions de personnes, c'est, en valeur absolue, c'est quand même énorme. Oui. Et puis, après, c'est un bassin de population. C'est disséminé, et puis c'est disséminé dans plusieurs endroits. Il y a peut-être 1% de ces 4 millions qui vont bénéficier de ce bien sûr, il n'y aura pas 4 millions de clients. C'est sûr. 4 millions de personnes qui sont éligibles à la fibre. Non, mais bien sûr, oui, c'est 4
4 millions de personnes Bien sûr, éligibles voilà. à la livraison, c'est pas 4 millions de clients, c'est clair. Exactement. Et puis tu as quelques limites aussi pour ces drones, c'est comment ils gèrent le truc quand c'est des conditions météo un peu compliquées, tu vois, quand il y a du vent très fort, quand il y a de la pluie, ou quand ils se font, je sais pas si vous vous souvenez de ça, on en avait parlé, quand ils sont attaqués par des oiseaux. Ouais, c'est Google qui a des gros Google, problèmes en Australie. Avec les je crois. corbeaux, C'est avec ça, les corbeaux qui ouais. attaquent les drones, ça, ils les ouais, attaquent ouais, parce oui. qu'ils Ils sont sur leur territoire. ils sont sur leur territoire, ouais, c'est ça. C'est Surtout incroyable. si t'as le ketchup à l'intérieur. Ah bah c'est ça. Ça peut Maître être- Corbeau sur son arbre Ouais. perché, il va chercher le fromage qui est dans, Voilà. qui est dans la boîte. Pour revenir à ton exemple de steak haché, si tu te fais livrer le steak haché et que le corbeau t'a piqué, T'es pas très content. on- Mais tu peux te faire rembourser justement- par Walmart si tu te fais, si le drone se fait. Je pense quand même. par le corbeau. Mais tu vois, ce qu'il disait, c'est la livraison, le produit star de cette livraison, c'est un hamburger. Enfin, c'est un kit pour hamburger, donc Ouais, c'est bien c'est- steak haché. c'est dingue. Bon, on verra si tout ça décolle, c'est le cas de le dire, en France un jour. Tiens, puisqu'on parle de robots et en fait, d'assistance, c'est assez intéressant de voir la direction que prend une boîte que moi j'aime beaucoup, qui est Dyson. Ouais. Voilà, avec une personnalité emblématique, qui est James Dyson, qui a créé en fait sa société, qui gère ça encore un peu en bon père de famille avec son fils d'ailleurs. Et Dyson, qui bien sûr fabrique des aspirateurs, des sèche-cheveux, enfin des trucs comme ça, Purificateur d'air aussi. a annoncé pas mal de choses ces derniers temps. Oui, et notamment dans le domaine de la robotique. On les attendait pas forcément sur ce champ-là. Et en fait, ils ont annoncé qu'ils travaillaient depuis plusieurs années dans le plus grand secret. Alors, ils ont fait un peu de marketing autour de ça. Ils ont publié une vidéo très sympa, mais sur des robots à tout faire. Ils nous promettent que d'ici 2030, on pourrait avoir à la maison des sortes de robots majordomes qui pourraient s'occuper à notre place de toutes les tâches du quotidien, toutes les corvées. Alors, ils ont montré quelques images de ces robots, des prototypes. Alors, on voit un robot, par exemple, qui est capable de se saisir d'une assiette ou d'un verre et de les poser dans le lave-vaisselle. On en voit un autre attraper un doudou qui traîne sur une table ou qui traîne par terre et le remettre à sa place, ou encore se saisir d'une bouteille d'eau de Javel, donc peut-être pour récurer les WC ou la salle de bain. On n'en voit pas beaucoup plus pour l'instant, mais en tout cas, l'ambition est celle-là. Ce serait d'avoir vraiment des robots qui seraient capables de s'occuper de tout à notre place. Bon, on parlait de la fainéantise de celui qui se fait livrer par drone. Maintenant, on aura aussi le Là, robot Qui va récupérer le hamburger qui est dans le drone. Exactement. Et qui viendra te le servir ensuite. Voilà, Bon, qui viendra te le ça servir. permettra de ne pas interrompre ta partie sur la PlayStation 5. Voilà. Enfin, Que tu si te seras d'ici là, livré tu en par as drone. une. Oui. Si d'ici là, tu en as une. En 2040, c'est ça 2030 C'est ça, à peu près. 2030. 2030. Peut-être que j'aurai peut-être une manette. Il y aura peut-être la PlayStation 6 c'est déjà. ça. Mais bon. Bon, intéressant. Après, moi, les images que je vois, je sais pas trop. Moi, c'est pas très convaincant quand même. Hein. On voit pas C'est des trucs, où, ça à fait quel ça. produit ça peut aboutir. Pour le moment, ça reste un bras articulé avec une pince qui, personnellement, me fait plus penser au bras qu'on a dans les machines, dans les fêtes foraines pour aller chercher un jouet. Non, mais ça ressemble à ça. Mais C'est vrai. après, évidemment, là, je suis un peu sévère Oui. parce qu'en vrai, c'est hyper sérieux ce qu'ils font. Parce que déjà, quand on voit le montant investi, c'est plus de 3 milliards d'euros, sachant en gros, c'est 1 an et demi de bénéfices. Donc, c'est quand même conséquent. Oui, c'est Ils pas veulent anodin. employer 700 personnes, donc c'est important. À mon avis, ce qu'ils montrent là, c'est évidemment pas des futurs produits. On va pas avoir des bras robotisés chez soi de cette nature. Pour moi, c'est plus des façons des tests pour ensuite implémenter ce type de produit dans d'autres machines peut-être. Mais c'est vrai que pour le moment, ça manque de concret. On se demande concrètement, un bras qui peut saisir un doudou, c'est très bien. Mais après, il faut voir dans quel contexte ça va être apporté, avec quel produit, quelle forme. Est-ce que vraiment c'est ce fameux robot majordome qu'on va voir, ou est-ce que ça va être autre chose? Parce que Dyson, non, mais ça peut être aussi des... Il faut un peu d'intelligence quand même derrière tout ça, parce que c'est bien beau justement, d'arriver... et c'est ce que je voulais ajouter, c'est qu'évidemment, là où je suis sévère avec l'histoire du bras dans la fête foraine, c'est qu'évidemment, là, il y a toute l'intelligence derrière, il y a tous les capteurs derrière, évidemment, ça change tout. Moi, la seule question que je me pose vraiment, c'est est-ce que l'idée, c'est d'avoir un robot majordome, ou comme on le voit, c'est peut-être de fixer des bras au mur, par exemple à côté de l'évier, Ils vont automatiser certaines tâches précises, ce qui est possible aussi, c'est-à-dire de ne pas avoir un robot à tout faire, mais plus une sorte de module qu'on va mettre sur son mur à côté de l'évier. Moi, je vote pour le robot qui vide le lave-vaisselle. Ah ouais, voilà. Moi, celui-ci, vous voyez, je serais prêt à faire un bisou sur le front à James Dyson. Moi, celui qui étendra le linge, moi, personnellement, c'est celui-là. Ah ouais, celui-là, je préfère vider la vaisselle. Moi, c'est pareil, je préfère vider la vaisselle. Mais tu sais, alors je suis d'accord avec toi, sur les images quand même, alors quand on regarde attentivement, il y a un moment dans la vidéo où on voit, mais ils ont flouté en fait, on voit un robot qui a l'air de rouler et qui doit être équipé de certaines de ces pinces. Donc ce qui laisse
entendre que Ce qui est flouté est forcément le plus intéressant. C'est clair. Évidemment. Mais bon, j'imagine que c'est pour des questions de confidentialité. Et ce qui laisse aussi à penser cela, c'est que Dyson est loin d'être le seul à travailler sur le sujet. On a chaque année au CES de Las Vegas des prototypes qui sont montrés. La dernière fois, c'était Samsung, je crois, de robots majordomes. Et on voit bien qu'en gros, ce qu'ils imaginent, alors est-ce que ça arrivera dans les maisons ou pas, j'en sais rien, mais c'est une sorte de R2D2 qui est capable de cartographier une pièce comme le fait un robot aspirateur aujourd'hui, mais qui serait équipé de pinces, de bras, et qui serait capable de récupérer un objet et de faire tout un tas de choses, de vous servir. Alors il y avait dans la vidéo de Samsung, c'était, tu sais, il venait te servir un verre de vin alors que tu étais tranquillement installé sur le canapé. Voilà, donc ça, je sais pas si ça arrivera. Mais alors ça, c'est vrai que les Sud-Coréens ou les Japonais, souvent, ils aiment bien faire des démos d'un robot qui est un peu waouh, mais qui vraiment, au quotidien, on se dit que ça ne servirait vraiment pas à grand-chose. Là, c'est un peu différent, c'est plus des technos qui montrent. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est la stratégie de communication, parce qu'on dit souvent que Dyson, c'est un peu le Apple de la maison, quelque part, c'est une marque même. Ça, c'est quelque chose qu'Apple ne ferait jamais montrer comme ça, le working progress. Et donc, c'est une stratégie très, très, très différente. Et donc, l'idée, c'est aussi de montrer, on se diversifie, c'est peut-être aussi pour les actionnaires, d'un point de vue financier, c'est on voit vers l'avenir, on se diversifie. Et après, là où quand même, il faut faire attention, c'est que Dyson, ils ont quand même lâché, je crois, 500 millions d'euros pour la voiture qui n'est jamais sortie. Ils ont abandonné le projet. Donc là, on parle de 3 milliards, c'est 6 fois plus. Et puis ils avaient ils ont investi énormément dans les batteries. Je me souviens à l'époque, je sais pas, on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques années de cela. Ils avaient investi énormément dans des nouvelles technologies de batteries pour avoir encore plus de puissance disponible dans tous leurs appareils. Et c'est ce qui leur avait donné l'idée de créer une voiture avec une grosse autonomie. Mais en fait, James Dyson s'est rendu compte que quand on fabrique des aspirateurs, bon, ok, c'est compliqué, mais passer après à l'échelle de l'automobile, c'est une autre histoire. Il a laissé tomber. Moi, la seule question que je me pose, c'est vers où va Dyson. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'aspiration, c'est leur expertise. D'un côté, il y a maintenant le côté... comment dire, il y a les produits de beauté, en fait, la cosmétique quasiment, enfin les produits de beauté, c'est-à-dire les sèche-cheveux, etc. Bon, là, on est encore dans l'aspiration. Après, il y a les produits B2B. Il y a le produit What the Fuck aussi. Il y a les produits What the Fuck avec le casque audio, avec le purificateur d'air. Je dois le recevoir, celui-là. Voilà. Tester, franchement, alors tu sais quoi, il faudra que tu viennes. Mais bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais là, franchement, tu fais toute l'émission avec le casque. Non, mais déjà, j'hésite. Je me dis, quand je le reçois, est-ce que je le teste dans la rue, quoi, tu vois ? Est-ce que tu assumes le look ? Il faut faire. Tu vois ? Je ferai une vidéo sur les réactions. Il faut qu'il y ait une caméra avec toi. Moi, je ferai une vidéo sur les réactions des gens. Bien sûr. C'est ça qui est marrant. Mais en gros, Dyson va quand même dans pas mal de directions. Et c'est vrai que je me pose la question de quelle est la stratégie. Après, c'est plutôt intelligent et courageux de la part d'un entrepreneur de se dire ok, je vais essayer de sortir de mon univers de confort pour essayer d'aller ailleurs. Et puis je crois que moi, au-delà du gadget, le robot d'assistance a vraiment des beaux jours devant lui. On parlait de la faignantise, c'est une chose, mais tu as aussi tout l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées. Enfin, il y a un énorme marché en réalité pour ces robots d'assistance. Surtout en Europe dans les prochaines années. Exactement. Tiens, puisqu'on parle de robots, mais cette fois-ci qui sont à l'intérieur d'énormes clouds, et en l'occurrence de ceux de Google. Anthony Raffaele, vous vouliez nous parler en fait d'Imagen, qui est une IA qui est hyper bluffante. Franchement, c'est hyper spectaculaire. C'est assez incroyable ce que Google a mis en place, alors qui pour l'instant n'est qu'une sorte de prototype. Google a publié des papiers dans les revues scientifiques, mais en gros, Imagen, c'est une intelligence artificielle qui, à partir d'une description de quelques mots, va te générer l'image correspondant à ce que tu as écrit. Donc si j'écris dans ce moteur de recherche François Sorel en kimono à fleurs qui mange des macarons avec un tigre à dents de sabre, et une PlayStation 5, on va voir une image de François avec un kimono. Enfin voilà, il va reconstituer une image, il va aller chercher une image de François, il va ajouter le kimono, il va te mettre... Et alors, encore une fois, la promesse est belle. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on n'a vu que des images qui ont été générées par Google et des exemples donnés qui ont déjà été générés par Google. Mais c'est vrai que sur les exemples qu'il donne, c'est bluffant. On se dit, mais si on arrive à faire ça réellement et à générer des images à partir de mots, le potentiel est quand même assez surtout assez pour les journalistes, quand on a besoin de trouver une illustration pour un papier qui est un peu compliqué. C'est clair. C'est parfait. Alors, les trucs sont assez dingues. Donc là, tu vois, il a dû taper un cactus avec des lunettes, un raton laveur en tenue d'astronaute, un chat qui se regarde dans un miroir. C'est un chien où le reflet, c'est un chat. Ouais, où le reflet, c'est un chat. Non, c'est hyper impressionnant. Effectivement, ce qui manque, c'est de pouvoir taper soi-même les mots, parce que pour le moment, donc il y a une page qui est très bien faite
sur le site d'Imagen, où on peut cliquer sur des mots pour affiner. Mais donc, du coup, quand même, le stock de photos est bien déterminé. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est si on tape ces mots, sur quel type de biais, parce que forcément, à mon avis, c'est la crainte aussi là-dedans, c'est sur quel type de biais algorithmique on va retomber. On sait très bien, il y a eu des tas de tentatives. On se souvient de Microsoft avec le bot sur Twitter qui était devenu complètement raciste, qui s'inspirait des autres commentaires Twitter qui étaient devenus, je crois, pro-Hitler en 3 heures, en gros. Donc, moi, la question que je me pose, c'est si on tape certaines professions, par exemple, si on tape PDG, par exemple, est-ce qu'il va nous mettre plus un homme qu'une femme si on tape hôtesse de l'air ou steward ou peu importe, mais est-ce que certains mots vont pas être associés de fait par l'algorithme à ce qui existe déjà, et donc forcément c'est pour ça qu'ils l'ont pas rendu public, ils l'ont dit d'ailleurs. Voilà. Ils ont dit il faut des garde-fous supplémentaires avant qu'on puisse le rendre public. Parce que là, le risque est presque un proof of concept en fait. Ça. Voilà, dire voilà, on est sur cette voie-là. Mais plutôt... en interne, je trouve que ce sera un bon outil pour eux en interne pour voir les biais algorithmiques, c'est-à-dire eux-mêmes s'en servir pour débusquer des biais algorithmiques pour ensuite mieux les corriger. Mais par contre, effectivement, si on croit parfaitement ce qu'ils disent et si on pense que ce qu'ils ont montré a été généré comme ça, sans correction après, ou sans essayer d'en faire 3 pour en trouver une qui était bien, franchement, c'est assez impressionnant. Et puis, tu as on n'a plus trop de temps. Mais c'est intéressant dans leur stratégie qui est d'avoir un entrelac de plus en plus important entre la recherche image, la recherche texte. Tu sais, ils avaient fait ces annonces d'un moteur de recherche multimodal où en gros, tu pourrais, je sais pas, tu viens de crever ton pneu de vélo, bah, tu as juste à montrer à la caméra le pneu de vélo et le moteur de recherche va comprendre que tu cherches un tutoriel pour comment réparer son pneu. Tu vois, ils ont toute cette logique-là du mélange entre les mots et l'image. Là, c'est un bon exemple de ce que ça peut donner si on pousse le concept le plus loin possible, quoi. Très bien, à tester donc. Vous tapez, j'imagine, Imagen sur Google et vous y arrivez directement. Dans l'actualité aussi, alors ça c'est tombé il y a quelques heures à peine et forcément il fallait qu'on en parle. C'est encore une fois une actualité liée à Meta. Sheryl Sandberg, qui était aux côtés de Mark Zuckerberg depuis 14 ans, elle est arrivée en 2008. Et c'est elle qui a construit en quelque sorte, et c'est pas elle qui le dit, c'est carrément Mark Zuckerberg, c'est elle qui a construit en fait le Meta qu'on connaît et Facebook, et qui a trouvé la rentabilité de Facebook. Et bien cette Sheryl Sandberg a décidé de quitter Meta. C'est la fin d'une ère là, chez Facebook, puisque c'était, alors quand on dit bras droit c'est parfois un terme qui est un peu exagéré, mais là pour le coup c'était réellement le bras droit de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg l'a considéré comme tel, et d'ailleurs à son départ elle ne sera pas remplacée, c'est-à-dire qu'elle occupait un poste tellement important en termes d'influence qu'elle pouvait avoir sur Zuckerberg et sur la direction de l'entreprise que finalement elle est irremplaçable d'une certaine manière. Moi ça me fait penser un peu à, j'allais dire, le syndrome Eric Schmidt, qui était le patron de Google il y a quelques années, si vous vous souvenez, qui était arrivé chez Google au moment où Google était une start-up grandissante. C'était plus qu'une start-up, c'était déjà une grande entreprise, mais c'était, on va dire, l'adulte dans la cour de récré d'une certaine manière. Sheryl Sandberg, elle a un petit peu joué ce rôle-là. Quand elle est arrivée, Facebook était adolescent, on va le dire comme ça. Avait besoin de grandir, avait besoin de devenir sérieux sur le plan financier, auprès des investisseurs, auprès du public. Sheryl Sandberg a joué ce rôle-là. Alors, on pourrait dire pas complètement, parce que là, on a assez longuement parlé des déboires de Facebook auprès du grand public, de sa réputation. Donc, elle est responsable des réussites, mais aussi des échecs. Exactement, de Meta, exactement. Mais en tout cas, qui sont les conséquences des réussites, en fait. C'est ça. Et en tout cas, elle a aidé Facebook à grandir. Voilà, c'est ce que je veux dire, clairement. Moi, je dis que le terme de bras droit n'est pas usurpé du tout. Moi, j'irais même presque jusqu'à dire que Zuckerberg était presque le bras droit de Sheryl Sandberg. Si on regarde vraiment l'activité économique de Facebook, c'est elle qui a inventé la pub sur Facebook. Et quelque part, c'est elle qui a inventé la pub telle qu'on la connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a transformé effectivement de Facebook un réseau social en une entreprise mondiale, une des plus grosses boîtes au monde. Il y a évidemment les rachats, mais ce qu'a fait Sheryl Sandberg, c'est toute la monétisation de Facebook. Donc tout ce que fait Facebook aujourd'hui, c'est grâce à Sheryl Sandberg. Et on voit bien d'ailleurs la stratégie qui est aujourd'hui de laisser... Alors maintenant, c'est Nick Clegg qui a remplacé Sheryl Sandberg dans la communication, qui est l'ancien vice-premier ministre britannique qui maintenant s'occupe des affaires publiques chez Facebook. C'est lui le communicant. Mais en gros, tout ce qui est sérieux, financier, et tout ce qui est, on va dire, juridique, régulation, c'était Sheryl Sandberg. C'est-à-dire tout le cash et enfin les enjeux financiers, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Et tout ce qui est un peu geek,
c'est Zuckerberg, c'est-à-dire le type qui va aller faire du surf, le type qui va aller présenter ses casques de réalité virtuelle, le type qui va se faire en avatar dans son métavers. L'ado, quoi. C'est l'ado. Zuckerberg, c'est l'ado. Et finalement... L'ado qui est. Voilà, l'ado qu'on respecte, parce que c'est lui le créateur du réseau l'ado social. qui est quand même venu devant le Congrès en costume. Voilà, là-dessus, c'est lui qui a assuré. C'était lunaire, d'ailleurs, ce truc-là. Mais en gros, c'est elle qui est responsable de tout le développement stratosphérique de Facebook. Et donc, c'est vrai que c'est elle, in fine, qui est aussi responsable des déboires de Facebook, parce que les déboires de Facebook, c'est essentiellement des déboires liés à la modération. Or, pourquoi la modération est difficile ? Parce qu'il faut créer des outils de modération qui s'appliquent à des milliards d'utilisateurs. Et donc, finalement, les déboires viennent des succès de Sheryl Sandberg. Et je pense qu'elle s'en va... Alors, je sais pourquoi elle s'en va, ça c'est très difficile à dire. Il faut préciser qu'elle n'a pas été virée. Elle n'a pas été virée. A priori, en plus, vu les messages, je pense qu'il n'y a pas de problème entre Sheryl Sandberg et Mark Zuckerberg. Mais c'est clair qu'elle s'en va finalement sur un bilan assez contrasté. Mais elle-même, de toute façon, je pense que c'est une femme qui est assez incroyable, qui est, je pense, un vrai génie et qui a tenu, je pense, Facebook d'une main de fer. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est Facebook qui perd son vrai dirigeant et c'est les bras droits qui restent. Alors voilà, c'est une personnalité, elle est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes dans le secteur. Elle a figuré 2 fois dans le classement des femmes les plus puissantes du monde, en 2011 et 2017. Et elle est milliardaire depuis quelques années, puisqu'elle a revendu ses actions en 2014. Je me posais la question si elle avait tout revendu déjà. C'est sur Wikipédia que je suis en train de... Je crois qu'elle a 1,6 milliard de dollars. Elle a bien prévu. Mais je ne savais pas si c'était la valorisation de ses actions, auquel cas il fallait qu'elle attende pour que ça remonte, parce que ça a tellement baissé. Elle n'a pas du tout vendu. De toute façon, elle a dû en garder un peu. Elle a vaut mieux qu'elle attende. Là, il vaut mieux attendre maintenant. C'est le meilleur moment pour vendre. Petit conseil financier, Sheryl, si tu nous écoutes. Ne vends pas tout de suite. En tout cas, elle veut se lancer dans la philanthropie. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, est-ce que ce sera sa seule activité ? Je ne sais pas. Mais elle va sûrement être au conseil d'administration de quelques boîtes de la tech. Elle reste chez Facebook. Elle reste au conseil d'administration de Facebook. Messieurs, on va revenir dans un instant, puisqu'on atteint notre première partie de ce débrief de l'actu, dans De quoi je me mêle, vous savez, ce club de la presse IT. On revient avec, entre autres, ce résultat important, plus d'1 milliard d'utilisateurs pour Safari, c'est pas anodin. Et puis, bien sûr, toute l'actu de cette semaine, vous restez là. Si vous êtes sur BFM Business, sur 01 TV, ne touche à rien, tout suit, mais sur YouTube, voilà, deuxième module qui commence dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.